Départ de vous parler de biopolitique, et puis les choses étant ce qu'elles sont, voilà que j'en suis arrivé à vous parler longuement et trop longuement peut-être du néolibéralisme, et encore du néolibéralisme sous sa forme allemande. Il faut tout de même que je m'explique un petit peu devant vous pour cette inflexion dans l'orientation que je voulais donner à ce cours. Bon, si j'ai parlé si longuement du néolibéralisme, et pire encore du néolibéralisme sous sa forme allemande, il est bien entendu que la raison n'en était pas que je voulais retracer le background historique ou théorique de la démocratie chrétienne allemande. Si je l'ai fait, ce n'était pas non plus pour dénoncer ce qu'il y a de non-socialiste dans le gouvernement de Willy Brandt ou de Helmut Schmidt. Si je me suis attardé un peu longuement sur ce problème du néolibéralisme allemand, c'était d'abord pour des raisons de méthode. Des raisons de méthode parce que je voulais, continuant un peu ce que j'avais commencé à vous dire l'an dernier, je voulais voir quel contenu concret on pouvait donner à l'analyse des relations de pouvoir, étant entendu, bien sûr, et je le répète encore une fois, que le pouvoir ne peut en aucun cas être considéré ni comme un principe en soi, ni comme une valeur explicative fonctionnant d'entrée de jeu. Le terme même de pouvoir ne fait pas autre chose que de désigner un terme de relations qui sont entièrement à analyser. Et ce que j'ai proposé d'appeler la gouvernementalité, c'est-à-dire la manière dont on conduit la conduite des hommes, ce n'est pas autre chose qu'une proposition de grille d'analyse pour ces relations de pouvoir. Il s'agissait donc de faire l'essai de cette notion de gouvernementalité. Et il s'agissait, deuxièmement, de voir comment cette grille de la gouvernementalité, dont on peut bien supposer qu'elle est valable lorsqu'il s'agit d'analyser la manière dont on conduit la conduite des fous, des malades, des délinquants, des enfants, comment cette grille de la gouvernementalité peut valoir également lorsqu'il s'agit d'aborder des phénomènes de toute autre échelle, comme par exemple une politique économique, comme la gestion de tout un corps social, etc. Ce que je voulais faire, et c'était ça l'enjeu de l'analyse, c'était de voir comment on pouvait, dans quelle mesure on pouvait admettre que l'analyse des micro-pouvoirs ou des procédures de la gouvernementalité n'est pas, par définition, limitée à un domaine précis qui serait défini par un secteur de l'échelle, mais comment cette analyse des micro-pouvoirs doit être considérée comme simplement un point de vue, une méthode de déchiffrement qui peut être valable pour l'échelle tout entière, quelle qu'en soit la grandeur. Autrement dit, l'analyse des micro-pouvoirs, ce n'est pas une question d'échelle, ce n'est pas une question de secteur, c'est une question de point de vue. Bon, c'était ça, si vous voulez, la raison de méthode. Il y avait une seconde raison pour laquelle je me suis arrêté à ces problèmes du néolibéralisme, c'est une raison que je dirais de moralité critique. En effet, apprendre la récurrence des thèmes. On pourrait dire que ce qui est mis en question actuellement, et à partir d'horizons extrêmement nombreux, c'est presque toujours l'État. L'État et sa croissance indéfinie, l'État et son omniprésence, l'État et son développement bureaucratique, l'État avec les germes de fascisme qu'il comporte, l'État et sa violence intrinsèque sous son paternalisme providentiel, etc., etc. Dans toute cette thématique de la critique de l'État, je crois qu'il y a deux éléments qui sont importants et qu'on retrouve d'une manière assez constante. Premièrement, cette idée que l'État possède en lui-même et par son dynamisme propre une sorte de puissance d'expansion, une tendance intrinsèque à croître, un impérialisme endogène qui le pousse sans cesse à gagner en surface, en étendue, en profondeur, en finesse, tant et si bien qu'il arriverait à prendre totalement en charge
ce qui constituerait pour lui à la fois son autre, son extérieur, sa cible et son objet, à savoir la société civile. Le premier élément qui me semble en effet parcourir toute cette thématique générale de la phobie d'État, c'est donc cette puissance intrinsèque de l'État par rapport à son objet cible que serait la société civile. Deuxième élément que l'on retrouve, me semble-t-il, constamment dans ces thèmes généraux de la phobie d'État, c'est l'idée qu'il y a une parenté, sorte de continuité génétique, implication évolutive entre différentes formes d'État, l'État administratif, l'État-providence, l'État bureaucratique, l'État fasciste, l'État totalitaire, tout ceci étant, selon les analyses, peu importe, les rameaux successifs d'un seul et même arbre qui pousserait dans sa continuité et dans son unité et qui serait le grand arbre étatique. Ces deux idées voisines l'une de l'autre et qui se soutiennent l'une l'autre, à savoir que l'État a une force d'expansion indéfinie par rapport à l'objet cible société civile. Deuxièmement, que les formes d'État s'engendrent les unes les autres à partir d'un dynamisme spécifique à l'État. Ces deux idées me semblent, si vous voulez, constituer une espèce de lieu commun critique que l'on retrouve très fréquemment à l'heure actuelle. Or, il me semble que ces thèmes mettent en circulation une certaine valeur critique que l'on pourrait dire, une certaine monnaie critique que l'on pourrait dire inflationniste. Inflationniste, pourquoi? Premièrement, d'abord, parce que je crois que cette thématique fait croître, et avec une vitesse sans cesse accélérée, l'interchangeabilité des analyses. Dès lors, en effet, que l'on peut admettre qu'entre les différentes formes d'État, il y a cette continuité ou cette parenté génétique, dès lors que l'on peut assigner un dynamisme évolutif constant de l'État, il devient à ce moment-là possible non seulement d'appuyer les analyses les unes sur les autres, mais de les renvoyer les unes aux autres et de faire perdre à chacune ce qu'elle devrait avoir de spécificité. Finalement, une analyse, par exemple, de la sécurité sociale et de l'appareil administratif sur lequel elle repose va vous renvoyer, à partir de quelques glissements et grâce à quelques mots sur lesquels on joue, eh bien, à l'analyse des camps de concentration. Et de la sécurité sociale à la concentration, eh bien, la spécificité pourtant requise de l'analyse se dilue. Donc, inflation en ce sens qu'il y a croissance de l'interchangeabilité des analyses et perte de leur spécificité. Cette analyse, cette critique me paraît également inflationniste pour une seconde raison. La seconde raison, c'est qu'elle permet de pratiquer ce qu'on pourrait appeler une disqualification générale par le pire, dans la mesure où, quel que soit l'objet de l'analyse, quelle que soit la ténuité, l'exiguïté de l'objet de l'analyse, quel que soit le fonctionnement réel de l'objet de l'analyse, dans la mesure où on peut toujours le renvoyer au nom d'un dynamisme intrinsèque de l'État et au nom des formes ultimes que ce dynamisme peut prendre à quelque chose qui va être le pire, eh bien, on peut le disqualifier, le moins par le plus, le meilleur par le pire. En gros, si vous voulez, et ce n'est pas que je prends l'exemple du meilleur, bien sûr, mais imaginons par exemple que dans un système comme le nôtre, un malheureux casseur de vitrines de cinéma passe au tribunal et qu'il soit condamné un peu lourdement, vous trouverez toujours des gens pour dire que cette condamnation est le signe de la fascisation de l'État. Comme si, bien avant tout État fasciste, il n'y avait pas eu des condamnations de ce genre, et bien pire. Troisième facteur, troisième mécanisme inflationniste qui me paraît caractériser ce type d'analyse, c'est que ces analyses permettent d'éviter que l'on paie le prix, si vous voulez, du réel et de l'actuel. Dans la mesure, en effet, où, au nom de ce dynamisme de l'État, on peut toujours retrouver quelque chose comme une parenté ou un danger, quelque chose comme le grand fantasme de l'État paranoïaque et dévorateur. Dans cette mesure-là, peu importe finalement quelle prise on a sur le réel, ou quel profil d'actualité le réel présente, il suffit
de retrouver, par la voie du soupçon et, comme dirait François Ewald, de la dénonciation, il suffit de retrouver quelque chose comme le profil fantasmatique de l'État pour qu'on n'ait plus besoin d'analyser l'actualité. L'élision de l'actualité me paraît le troisième mécanisme inflationniste que l'on trouve dans cette critique. Enfin, je dirais que c'est une critique inflationniste, que cette critique par le mécanisme de l'État, cette critique du dynamisme de l'État, c'est une critique inflationniste dans la mesure où je pense qu'elle n'opère pas sa propre critique, qu'elle n'opère pas sa propre analyse, c'est-à-dire que l'on ne cherche pas à savoir d'où vient réellement cette espèce de soupçon anti-étatique, cette phobie d'État qui circule actuellement dans tellement de formes diverses de notre pensée. Or, il me semble que ce genre d'analyse, et c'est bien pour ça que j'ai insisté sur ce néolibéralisme des années 1930-1950, il me semble que cette critique de l'État, cette critique du dynamisme intrinsèque et comme irrépressible de l'État, cette critique des formes de l'État qui s'emboîtent les unes les autres, s'appellent les unes les autres, s'appuient les unes sur les autres et s'engendrent réciproquement, eh bien, il me semble que cette critique, on la trouve effectivement, parfaitement et déjà fort clairement formulée dans les années 1930-1945 et avec cette fois une localisation bien précise. Elle n'avait pas à cette époque-là la force de circulation qu'elle a maintenant. On l'a trouvée très localisée à l'intérieur de ces choix néolibéraux qui étaient en train de se formuler à l'époque. Cette critique de l'État polymorphe, omniprésent, tout-puissant, etc., cette critique, vous la trouvez dans ces années-là, lorsqu'il s'agissait pour le libéralisme ou pour le néolibéralisme, ou plus précisément encore pour l'ordolibéralisme allemand, lorsqu'il s'agissait à la fois de se démarquer de la critique keynésienne, lorsqu'il s'agissait de mener la critique des politiques, disons, dirigistes et interventionnistes type New Deal et Front populaire, lorsqu'il s'agissait de mener la critique de l'économie et de la politique nationale-socialiste, lorsqu'il s'agissait de mener la critique des choix politiques et économiques de l'Union soviétique, lorsqu'il s'agissait enfin, d'une façon générale, de faire la critique du socialisme. C'est là, dans ce climat, et prenant les choses, si vous voulez, sous leur forme la plus étroite, quasi la plus mesquine, c'est dans cette école néolibérale allemande que l'on trouve cette analyse et des parentés nécessaires et en quelque sorte inévitables des différentes formes d'État, et cette idée que l'État en lui-même a une dynamique propre qui fait qu'il ne peut jamais s'arrêter dans son amplification, dans sa reprise en charge de la société civile tout entière. Je voudrais simplement vous citer deux textes qui témoignent de la précocité de ces deux idées qui nous paraissent à nous si contemporaines, si vives et si actuelles. Je citerai la réaction de Röpke en 1943 dans une revue suisse, juin-juillet 1943, où il critiquait le plan Beveridge qui venait d'être publié à cette époque-là, et où Röpke dit à propos du plan Beveridge ceci: le plan Beveridge conduit à toujours plus d'assurance sociale, toujours plus de bureaucratie sociale, toujours plus de revenus, de remue-ménage de revenus, toujours plus de timbres à coller et de cachets à apposer, toujours plus de cotisations, de contributions, toujours plus de concentration de pouvoir, de revenus national et de responsabilité entre les mains de l'État, qui de toute façon embrasse tout, règle tout, concentre et contrôle tout, avec l'unique résultat certain d'exercer sur la société une action encore plus centralisée, destructrice de la classe moyenne, une action de prolétarisation et d'étatisation. Et c'est à la même époque exactement, toujours au moment en réaction à ces plans de l'après-guerre que les Anglo-Américains, les Anglais surtout, étaient en train de bâtir à ce moment-là, en 1943, Hayek écrivait en Angleterre ceci: « Nous sommes en danger de connaître le sort de l'Allemagne. » Il disait cela non pas
à cause des dangers d'invasion de l'Allemagne, des Allemands en Angleterre, qui étaient à ce moment-là conjurés, et définitivement, connaître le sort de l'Allemagne en 1943 pour Hayek, c'était entrer dans un système Beveridge, dans un système de socialisation, d'économie dirigée, de planification, de sécurité sociale. Il rectifiait d'ailleurs en ajoutant « Nous sommes proches, non pas exactement de l'Allemagne hitlérienne, mais de l'Allemagne de l'autre guerre. Comme dans celle-ci, on veut considérer à des fins productives l'organisation élaborée en vue de la défense nationale. On refuse de reconnaître que l'ascension du fascisme et du nazisme a été non pas une réaction contre les tendances socialistes de la période antérieure, mais un résultat inévitable des tendances socialistes. Donc, disait Hayek à propos du plan Beveridge, nous sommes proches de l'Allemagne, c'est vrai, disait-il, de l'Allemagne wilhelminienne, de l'Allemagne en tout cas de la guerre 14, nous sommes proches de cette Allemagne, mais cette Allemagne, avec ses pratiques dirigistes, ses techniques planificatrices, ses choix socialistes, eh bien cette Allemagne est en réalité celle qui a engendré le nazisme, et à nous rapprocher de l'Allemagne de 1914-18, nous nous rapprochons également de l'Allemagne nazie. Les dangers de l'invasion allemande sont loin d'être définitivement conjurés. Les socialistes anglais, le Labour, le plan Beveridge, voilà quels vont être les vrais agents de la nazification de l'Angleterre par supplément, croissance de l'étatisation. Bon. Donc vous voyez que tous ces thèmes sont des thèmes qui sont anciens, qui sont localisés, et je les prends là sous leur formulation 1945, on en trouverait en 1939, on en trouverait en 1933, et même avant. Bon, eh bien, contre cette critique inflationniste de l'État, contre cette espèce de laxisme, je voudrais, si vous voulez, vous suggérer quelques thèses qui ont parcouru en gros ce que je vous ai dit déjà, mais je voudrais là faire un peu le point. Premièrement, la thèse que l'État-providence, l'État de bien-être, n'a ni la même forme, bien sûr, ni, me semble-t-il, la même souche, la même origine que l'État totalitaire, l'État nazi, fasciste ou stalinien. Je voudrais vous suggérer aussi que cet État, que l'on peut dire totalitaire, loin d'être caractérisé par l'intensification et l'extension endogène des mécanismes d'État, cet État dit totalitaire n'est pas du tout une exaltation de l'État, mais constitue au contraire une limitation, un amoindrissement, une subordination de l'autonomie de l'État et de sa spécificité et de son fonctionnement propre par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose d'autre, qui est le parti. Autrement dit, mon idée serait que le principe des régimes totalitaires, il ne faut pas aller le chercher du côté d'un développement intrinsèque de l'État et de ses mécanismes. Autrement dit que l'État totalitaire, ce n'est pas l'État administratif du XVIIIe siècle, le Polizeistaat du XIXe siècle poussé à la limite, que ce n'est pas l'État administratif, l'État bureaucratisé du XIXe poussé à ses limites. L'État totalitaire, c'est quelque chose d'autre. Il faut en chercher le principe, non pas dans la gouvernementalité étatisante ou étatisée que l'on voit naître au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il faut la chercher du côté d'une gouvernementalité non étatique, justement, dans ce qu'on pourrait appeler une gouvernementalité de parti. C'est le parti. C'est cette très extraordinaire, très curieuse, très nouvelle organisation, c'est cette très nouvelle gouvernementalité de parti apparue en Europe à la fin du XIXe siècle, qui est vraisemblablement, enfin c'est en tout cas ce que j'essaierai peut-être de vous montrer l'an prochain si j'ai toujours ces idées-là en tête, c'est cette gouvernementalité de parti qui est responsable, qui est à l'origine historique de quelque chose comme les régimes totalitaires, de quelque chose comme le nazisme, de quelque chose comme le fascisme, de quelque chose comme le stalinisme. L'autre thèse que je voudrais avancer est celle-ci, c'est que ce qui est actuellement en question, enfin c'est la réciproque
de ce que je viens de vous dire. C'est que ce qui est actuellement en question dans notre réalité, ce n'est pas tellement la croissance de l'État et de la raison d'État, mais ce serait beaucoup plutôt sa décroissance. Sa décroissance que l'on voit apparaître dans nos sociétés du XXe siècle sous ces deux formes. L'une, qui est précisément la décroissance de la gouvernementalité d'État par la croissance de la gouvernementalité de parti, et d'un autre côté, une autre forme de décroissance qui est celle que l'on peut constater dans des régimes comme le nôtre, où l'on essaie de rechercher une gouvernementalité libérale. J'ajoute aussitôt que, en disant cela, j'essaie de ne porter aucun jugement de valeur. Je ne veux pas dire, en parlant de gouvernementalité libérale, je ne veux pas, par l'utilisation même de ce mot libéral, sacraliser ou valoriser d'entrée de jeu ce type-là de gouvernementalité. Je ne veux pas dire non plus qu'il ne soit pas légitime, si l'on veut, de haïr l'État. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'imaginer que l'on décrirait un processus réel, actuel, et nous concernant, nous, quand on dénonce l'étatisation, la fascisation, l'instauration de la violence étatique, etc. Tous ceux qui participent à la grande phobie d'État, qu'ils sachent bien qu'ils vont dans le sens du vent, et qu'en effet, partout, s'annonce depuis des années et des années une décroissance effective de l'État et de l'étatisation et de la gouvernementalité étatisante et étatisée. Je ne dis pas du tout qu'on se leurre sur les mérites ou les démérites de l'État quand on dit c'est très mal ou quand on dit c'est très bien. Ce n'est pas ça mon problème. Je dis qu'il ne faut pas se leurrer sur l'appartenance à l'État d'un processus de fascisation qui lui est exogène et qui relève beaucoup plutôt de la décroissance et de la dislocation de l'État. Je veux dire aussi qu'il ne faut pas se leurrer sur la nature du processus historique qui rend actuellement l'État à la fois si intolérable et si problématique. Et c'est là, si vous voulez, et pour cette raison, que je voulais étudier d'un peu près et la nature de ce modèle, l'organisation de ce qu'on pourrait appeler ce modèle allemand et sa diffusion, étant entendu, bien sûr, que ce modèle allemand, tel que j'ai essayé de vous le décrire, et tel que je voudrais maintenant vous montrer quelques forme de sa diffusion, ce modèle allemand, ce n'est pas le modèle si souvent disqualifié, banni, honni, vomi de l'État bismarckien devenant hitlérien. Le modèle allemand qui se diffuse, le modèle allemand qui est en question, le modèle allemand qui fait partie de notre actualité, qui la structure et qui la profile sous sa découpe réelle, ce modèle allemand, c'est la possibilité d'une gouvernementalité néolibérale. Bon, cette diffusion du modèle allemand, on pourrait la suivre de deux façons. J'essaierai de le faire aujourd'hui pour la France et peut-être, là encore, si je n'ai pas changé d'avis, pour les USA la fois prochaine. En France, on pourrait appeler la diffusion du modèle allemand, il s'est fait d'une façon lente, insidieuse, grinçante, et avec, je crois, trois caractères. Premièrement, il ne faut pas oublier que cette diffusion du modèle néolibéral allemand se fait en France à partir de ce qu'on pourrait appeler une gouvernementalité fortement étatisée, fortement dirigiste, fortement administrative, avec tous les problèmes, justement, que ça implique. Deuxièmement, ce modèle néolibéral allemand, on essaie de l'introduire et de le mettre en œuvre en France dans un contexte de crise économique d'abord relativement limitée, maintenant aiguë, et cette crise économique constitue à la fois le motif, prétexte et raison de l'introduction et de la mise en œuvre de ce modèle allemand, et en même temps le frein. Enfin, troisièmement, il se trouve que, pour les raisons d'ailleurs que je viens de dire à l'instant, c'est là le troisième caractère, ceux qui se constituent les agents de diffusion
Et les agents de mise en œuvre de ce modèle allemand, ce sont ceux qui sont précisément les gestionnaires de l'État et ceux qui ont à gérer l'État dans ce contexte de crise. Aux États-Unis, alors à cause de tout ça, si vous voulez, la mise en œuvre du modèle allemand comporte en France tout un tas de difficultés, comme une sorte de lourdeur mêlée d'hypocrisie, dont on verra un certain nombre d'exemples. Aux États-Unis, la diffusion du modèle allemand prend une toute autre allure. Et d'abord, est-ce que l'on peut véritablement parler de diffusion du modèle allemand, car, après tout, le libéralisme, la tradition libérale, la rénovation perpétuelle de la politique libérale a été une constante aux États-Unis qui fait que ce qu'on voit apparaître maintenant ou ce qu'on a vu apparaître en réaction au New Deal n'est pas forcément la diffusion du modèle allemand. On peut aussi bien le considérer comme un phénomène absolument endogène aux États-Unis. Il y aurait toute une série d'études, si vous voulez, plus précises à faire sur le rôle qu'ont joué les émigrés allemands aux États-Unis, le rôle qu'a joué quelqu'un comme Hayek, par exemple, etc. Enfin, entre le modèle néolibéral allemand formé essentiellement autour des gens de Fribourg et puis le néolibéralisme américain, il y a tout un tas de relations historiques sans doute assez difficiles à débrouiller. Bon, le deuxième caractère de cette diffusion du modèle allemand aux États-Unis, c'est qu'elle se développe aussi dans un contexte de crise. Mais une crise qui est tout à fait différente de celle qu'on connaît en France, puisqu'il s'agit d'une crise économique, bien sûr, mais qui a une toute autre forme et qui est sans doute beaucoup moins aiguë en France. En revanche, se développe à l'intérieur d'une crise politique où le problème de l'influence, de l'action, de l'intervention du gouvernement fédéral, de sa crédibilité politique, etc., se trouvait posé déjà dès le New Deal, à plus forte raison, depuis Johnson, depuis Nixon, depuis Carter, etc. Enfin, troisième caractère de cette diffusion du néolibéralisme aux États-Unis, c'est que cette gouvernementalité néolibérale, au lieu d'être en quelque sorte la propriété quasi exclusive du personnel gouvernemental et de ses conseillers, comme c'est le cas en France, cette gouvernementalité libérale se présente, au moins en partie, comme une sorte de grande alternative économico-politique qui prend la forme, à un certain moment, en tout cas, la forme de tout un mouvement d'opposition politique, sinon de masse, du moins très largement répandu à l'intérieur de la société américaine. Bon, tout ça fait qu'il est tout à fait impossible de traiter à la fois et de la diffusion du modèle allemand en France et du mouvement néolibéral américain. Les deux phénomènes ne se recouvrent pas, ne se superposent pas, même si bien sûr de l'un à l'autre il y a tout un système d'échange et d'appui. Aujourd'hui donc, je voudrais vous parler un peu de ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme en France et l'existence du modèle allemand. À dire vrai, j'ai été longtemps un peu embarrassé parce que il n'est pas possible, je crois honnêtement, de lire, car il faut les lire, les discours, les écrits, les textes, soit de Giscard, soit de Barre, soit de ses conseillers, sans reconnaître d'une façon absolument évidente, mais simplement intuitive, que entre ce qu'ils disent et le modèle allemand et l'ordolibéralisme allemand, les idées de Röpke, de Müller-Armack, etc., une parenté saute aux yeux. Mais bon. Or, jamais, il est très difficile de trouver simplement l'acte de reconnaissance, la déclaration qui permettrait de dire « Ah, voilà, c'est bien ceux-là qu'ils font et ils savent qu'ils le font ». C'était très difficile. C'était très difficile jusqu'à ces tout derniers temps et quasi ces dernières semaines. Tout à fait à la fin de 78, je crois en décembre 78, il est apparu un livre de Christian Stoffaes qui s'appelle La grande menace industrielle. Stoffaes étant un des conseillers les plus écoutés de l'actuel gouvernement, conseiller économique, spécialisé en questions industrielles, je m'étais dit que là, j'allais peut-être trouver enfin mon beurre. Et j'ai tout de suite été déçu, car sur le dos
du livre, en présentation, on lit ceci, que l'auteur, rejetant la tentation d'une transposition hâtive des modèles allemands et japonais, alors l'auteur pose les bases d'une politique industrielle originale. Alors je me suis dit, cette fois, là encore, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Ce qui est amusant et assez significatif des raisons évidentes pour lesquelles ces choses-là ne peuvent pas se dire, ce qu'il y a de curieux, c'est que si ça se trouve sur le dos du livre, en revanche, dans le chapitre de conclusion qui résume l'ensemble de l'analyse, le dernier paragraphe, je crois, ou l'avant-dernier, commence ainsi. Résumant donc tout ce qui a été proposé dans le livre, il s'agit un peu finalement du modèle de l'économie sociale de marché. Enfin, le mot était prononcé, avec simplement, ajoute l'auteur, un peu plus d'audace révolutionnaire qu'outre-Rhin. Il s'agit, dit-il, en effet, de constituer à la fois une économie de marché efficace, ouverte au monde, d'une part, et puis d'un autre côté, un projet social avancé. Bon. Eh bien, cette introduction, cette mise en œuvre du modèle ordolibéral, du modèle d'économie sociale de marché formé en Allemagne, il n'est pas question que je vous fasse l'analyse totale, globale de la politique Giscard ou de la politique Giscard-Barre, d'une part parce que je n'en suis pas capable, deuxièmement parce que sans doute ça ne vous intéressait pas, je voudrais simplement prendre par certains aspects. Premièrement, si vous voulez, pour resituer un peu les choses, quelques indications sur ce qu'on pourrait appeler le contexte économique qui a pu précipiter au cours des dernières années l'introduction et la mise en œuvre de ce modèle. Reprenons, si vous voulez, les choses très, très schématiquement. Disons que, à la suite de la grande crise des années 1930, en somme, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, savaient bien que les éléments économiques qu'ils devaient nécessairement prendre en considération, quelle que soit la nature de ces options, quels que soient ses choix et ses objectifs, les éléments économiques que tout gouvernement devait prendre en considération, c'était le plein emploi, la stabilité des prix, l'équilibre de la balance des paiements, la croissance du PNB, la redistribution des revenus et des richesses et la fourniture des biens sociaux. C'est en gros cette liste-là qui constitue ce que Bentham aurait appelé dans son vocabulaire à lui les agendas économiques du gouvernement. Ce dont il faut se préoccuper, quelle que soit la manière dont on s'en préoccupe. Bon. Disons que dans cette série d'objectifs, la formule allemande néo-ordolibérale dont je vous ai parlé, vous vous souvenez, consistait à se donner comme objectif premier la stabilité des prix et la balance du paiement, la croissance et tous les autres éléments venant en quelque sorte en conséquence de ces deux premiers objectifs qui étaient absolus. Les choix qui ont été faits en revanche, en Angleterre et en France, au moment du Front populaire, puis après la libération, en Angleterre, au moment justement et de l'élaboration du plan de Bridge et de la victoire travailliste en 1945, eh bien, les choix anglais et français ont été au contraire de se donner comme objectif premier et absolu, non pas la stabilité des prix, mais le plein emploi, non pas la balance des paiements, mais la fourniture des biens sociaux, ce qui impliquait par conséquent, pour que l'un et l'autre puissent être assurés, fourniture des biens sociaux et plein emploi, évidemment une croissance volontariste, une croissance poussée, une croissance forte et maintenue. Bon, alors, laissons, si vous voulez, de côté le problème de savoir pourquoi ces objectifs mis en œuvre en Angleterre ont en somme échoué ou montré leurs limites drastiques au cours des années 55 et 75. Pourquoi en France, au contraire, cette même politique a mené à des résultats positifs, peu importe. Disons que c'est cela qui constituait la situation de départ et la raison pour laquelle, même sous le régime de Gaulle, on a en gros maintenu, avec tout un tas d'atténuations de type libéraux, l'essentiel de ces objectifs que l'on peut dire objectifs planificateurs, de ces objectifs dirigistes, ces méthodes dirigistes et de ces procédures planificatrices centrées donc sur le plein emploi et sur la distribution des biens sociaux, le 5e plan présentant exactement cela à l'état le plus net. Bon.
En simplifiant beaucoup, on peut dire que c'est dans les années 70-75, en tout cas dans la décennie qui est en train de s'achever maintenant, que se pose en France le problème de la liquidation finale de ces objectifs et de ces formes-là de priorité économico-politique. C'est dans cette décennie que se pose le problème du passage global à une économie néolibérale, c'est-à-dire en gros le problème du rattrapage et de l'insertion du modèle allemand. Bon, les raisons, si vous voulez, les prétextes économiques, les incitations économiques immédiates ont été, bien entendu, la crise telle qu'elle s'est présentée, c'est-à-dire en gros cette pré-crise d'avant 1973 qui était caractérisée par une croissance constante du chômage dès 1969, un fléchissement du solde de la balance des paiements, du solde créditeur de la balance des paiements, une inflation croissante. Bon, tous ces signes qui indiquaient, selon les économistes, non pas une situation de crise keynésienne, si vous voulez, c'est-à-dire une crise de sous-consommation, mais une crise, en réalité, dans le régime des investissements, c'est-à-dire qu'en gros, on estimait que les raisons de cette crise étaient dues à des erreurs dans la politique d'investissement, dans un des choix d'investissement qui n'avaient pas été suffisamment rationalisés et programmés. Bon. Sur ce fond de pré-crise se déclenche en 1973 ce qu'on a appelé la crise du pétrole, qui était en fait le renchérissement du prix de l'énergie, un renchérissement du prix de l'énergie qui n'était pas du tout dû à la constitution d'un cartel des vendeurs imposant un prix trop élevé, qui était tout simplement la diminution, au contraire, d'influence économique et politique du cartel des acheteurs et la constitution d'un prix de marché pour et le pétrole et d'une façon générale l'énergie, ou en tout cas une tendance du prix de l'énergie à rejoindre des prix de marché. Alors on voit très bien, si vous voulez, dans ce contexte, pardonnez-moi le caractère absolument schématique de tout cela, comment le libéralisme économique peut apparaître et a pu effectivement apparaître comme la seule voie de solution possible à cette pré-crise et à son accélération par le renchérissement du prix de l'énergie, le libéralisme, c'est-à-dire l'intégration totale, sans restriction, de l'économie française à une économie de marché intérieure, européenne et mondiale. C'était ce choix-là qui apparaissait comme, premièrement, comme étant la seule manière de pouvoir rectifier des choix d'investissement erronés qui avaient été faits pendant la période précédente à cause d'un certain nombre d'objectifs dirigistes, etc., un certain nombre de techniques dirigistes. Donc, le seul moyen de rectifier les erreurs d'investissement en tenant compte de cette donnée nouvelle qui était la cherté de l'énergie et qui n'était en réalité que la constitution d'un prix de marché pour l'énergie. L'insertion générale de l'économie française dans le marché pour rectifier les erreurs d'investissement d'une part, et pour ajuster l'économie française au nouveau prix de l'énergie, cette insertion dans l'économie de marché était donc la solution qui semblait aller de soi. Bon. Vous me direz, après tout, on n'a là qu'un des épisodes dans ces oscillations régulières et parfois rapides qu'il a pu y avoir en France depuis 1900, depuis la guerre depuis 1920, disons, entre une politique plutôt interventionniste, plutôt dirigiste, protectionniste, intéressée aux équilibres globaux, soucieuse de plein emploi, etc., et une politique libérale, plus ouverte sur le monde extérieur, plus soucieuse des échanges, de la monnaie, etc. Les oscillations, si vous voulez, ont marqué le gouvernement Pinet en 51-52, la réforme REF de 58, etc., représentent là aussi des inflexions vers le libéralisme. Or, je crois que ce qui est en question maintenant, et ce que la crise économique, telle que je vais essayer d'en définir très brièvement les aspects, cette crise économique, ce à quoi elle a servi de prétexte, ce n'est pas simplement à l'une de ces oscillations vers un peu plus de libéralisme contre un peu moins de dirigisme. En fait, ce dont il est question actuellement, c'est, me semble-t-il, tout l'enjeu d'une politique qui serait globalement néolibéral, et comme je n'ai pas du tout l'intention, encore une fois, de décrire cela sous tous ses aspects, je voudrais simplement en prendre un qui ne touche pas justement à l'économie proprement dite ou à l'insertion directe et immédiate de l'économie française dans une économie du marché mondial,
je voudrais apprendre sous un autre aspect qui est celui de la politique sociale. Qui était impliqué virtuellement par l'arrivée au pouvoir de Giscard et de sa politique, qu'est-ce que pourrait être la politique sociale et vers quoi est-ce qu'elle s'oriente. C'est de cela donc que je voudrais vous parler maintenant. Bon, disons là encore, pour dire 2 mots d'histoire d'une façon schématique, que la politique sociale qui avait été définie au lendemain de la libération, qui avait même été programmée pendant la guerre, cette politique sociale, en France et en Angleterre, avait été surplombée par 2 problèmes et un modèle. Les 2 problèmes, c'était le maintien du plein emploi comme objectif économique et social prioritaire, car on attribuait à l'inexistence du plein emploi la crise économique de 1929, on lui attribuait aussi toutes les conséquences politiques que cela avait pu avoir en Allemagne et en Europe en général. Donc, maintenir le plein emploi pour des raisons économiques, sociales et donc politiques. Deuxièmement, éviter les effets d'une dévaluation, laquelle était nécessairement rendue nécessaire par une politique de croissance. C'est pour maintenir le plein emploi et pour atténuer les effets de la dévaluation qui rend inefficace l'épargne, la capitalisation individuelle, etc., qu'on avait considéré qu'il fallait mettre en place une politique de couverture sociale des risques. Le modèle des techniques à employer pour arriver à ces 2 objectifs, c'était le modèle de guerre, c'est-à-dire le modèle de la solidarité nationale, modèle qui consiste en ceci, que l'on ne demande pas aux gens ni la raison pour laquelle leur est arrivé ce qui est arrivé, ni à quelle catégorie économique ils appartiennent. Ce qui arrive à un individu en fait de déficit, d'accident, d'aléa quelconque, cela doit être de toute façon repris en charge au nom de la solidarité nationale par la collectivité tout entière. Ce sont ces 2 objectifs. C'est ce modèle qui explique que les politiques sociales anglaises et françaises ont été des politiques de consommation collective, assurées par une redistribution permanente des revenus, redistribution permanente et consommation collective devant porter sur l'ensemble de la population, avec simplement quelques secteurs privilégiés. Et en France, la famille, pour des raisons politiques natalistes, a été considérée comme un des secteurs que l'on devait plus particulièrement privilégier, mais d'une façon générale, on considérait que c'était à la collectivité tout entière de couvrir les aléas des individus. La question, bien sûr, qui se pose à partir du moment où on s'est fixé ces objectifs et où on a choisi ce modèle de fonctionnement, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'une politique comme celle-là, qui se présente comme politique sociale, ne va pas être en même temps une politique économique? Autrement dit, est-ce qu'on ne va pas traîner avec soi volontairement ou involontairement toute une série d'effets économiques qui risquent d'introduire des conséquences inattendues, des effets pervers, comme on dit, sur l'économie elle-même, et qui vont donc dérégler le système économique et le système social lui-même. Bon, à cette question, plusieurs réponses ont été données. Oui, ont répondu les uns. Bien sûr, une politique comme celle-là va donner des effets économiques. Mais c'est précisément ces effets que l'on recherche. C'est-à-dire que, par exemple, l'effet de redistribution des revenus et d'égalisation et des revenus et des consommations est précisément ce que l'on cherche. Et la politique sociale n'a de véritable signification que si elle introduit à l'intérieur même du régime économique un certain nombre de rectifications, un certain nombre de nivellements que la politique libérale elle-même et que les mécanismes économiques en eux-mêmes ne seraient pas capables d'assurer. D'autres répondent pas du tout. Cette politique sociale que nous envisageons de mettre en place, ou qui a été mise en place à partir de 1945, en fait, elle n'a aucun effet direct sur l'économie. Ou elle n'a sur l'économie qu'un effet si ajusté, si conforme aux mécanismes même de l'économie qu'elle n'est pas capable de les perturber.
Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'homme qui a été non pas à l'origine de la sécurité sociale en France, mais à l'origine de son organisation, celui qui en a conçu les mécanismes, c'est-à-dire Larocque. Larocque, dans un texte de 1947 ou 8, je ne me souviens plus, donnait précisément cette explication et cette justification de la sécurité sociale. Il disait, au moment même donc où on la mettait en place, il disait, mais ne vous inquiétez pas, la sécurité sociale n'est pas faite pour avoir des effets économiques et elle ne peut pas en avoir, sauf des bénéfices, sauf des effets bénéfiques. Définissez ainsi la sécurité sociale, ce n'est rien d'autre qu'une technique qui permet de faire en sorte que chacun soit mis à même d'assurer en toutes circonstances sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Assurer sa subsistance et la subsistance des personnes à sa charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'on établira un mécanisme qui sera tel que l'on prélèvera les charges sociales uniquement sur le salaire, autrement dit que l'on va ajouter au salaire réellement versé sous une espèce monétaire, on va ajouter un salaire virtuel. Non pas, à vrai dire, que ça soit un ajout, mais qu'en fait, on aura un salaire total dont une part sera considérée sous la forme de salaire proprement dit et l'autre sous la forme de prestation sociale. Autrement dit, c'est le salaire lui-même, c'est la masse salariale qui paie les charges sociales et nulle autre chose. C'est une solidarité qui est imposée, non pas aux non-salariés pour les salariés, c'est une solidarité qui est imposée à la masse des salariés pour leur propre profit, pour le profit, dit Larocque, de leurs enfants et de leurs vieillards. De sorte qu'on ne peut aucunement dire que l'économie, que cette sécurité sociale va grever l'économie, qu'elle va l'alourdir, qu'elle va faire augmenter les prix de revient de l'économie. En fait, la sécurité sociale n'étant rien de plus qu'une certaine manière de verser quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un salaire, elle ne grève pas l'économie, bien mieux. Elle permet au fond de ne pas augmenter les salaires et par conséquent, elle a plutôt pour effet d'alléger les charges de l'économie en apaisant les conflits sociaux et en permettant que les revendications de salaire soient moins aiguës et moins pressantes. Voilà ce que disait Larocque en 1947-48 pour expliquer le mécanisme de la sécurité sociale qu'il avait lui-même mis au point. Bon, 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 1976, dans la Revue française des affaires sociales, a paru un rapport qui est très intéressant, parce qu'il a été fait par des élèves de l'ENA, qu'à titre d'études bilan sur 30 ans de sécurité sociale. Et ces élèves de l'ENA font les constatations suivantes. Premièrement, disent-ils, la sécurité sociale a des incidences économiques considérables, et ces incidences sont liées d'ailleurs à la manière même dont est définie l'assiette des cotisations. L'incidence, en effet, se produit sur le coût du travail. À cause de la sécurité sociale, le travail devient plus coûteux. Du moment que le travail est plus coûteux, il est évident qu'il va y avoir sur l'emploi un effet restrictif, donc une augmentation du chômage qui va être due directement à l'augmentation de ce coût du travail. Troisièmement, effet sur la concurrence internationale dans la mesure où les différences de régime de sécurité dans les différents pays va faire que la concurrence internationale est faussée et qu'elle va être faussée au détriment des pays dans lesquels la couverture sociale est la plus complète, c'est-à-dire que là encore on retrouve un principe d'accélération du chômage et enfin, toujours à cause de cette élévation du coût du travail, eh bien, les concentrations industrielles, le développement de type monopolistique, le développement des multinationales va être accéléré. Donc, disent-ils, la politique de sécurité a des incidences économiques évidentes. Deuxièmement, non seulement ces conséquences économiques apparaissent
en fonction du coût du travail et produisent une augmentation du chômage, mais par-dessus le marché, la manière même dont les cotisations sont plafonnées, c'est-à-dire dont il y a différenciation entre les différentes formes de cotisation, différents niveaux de les différents pourcentages de cotisation, eh bien, cette différence va introduire des effets sur la distribution des revenus. Et s'appuyant sur tout un tas d'enquêtes qui avaient déjà été faites, ils ont pu montrer que les redistributions, au lieu d'aller à salaire égal des jeunes aux vieux, des célibataires à ceux qui sont chargés de famille, des gens qui sont en bonne santé aux malades, il y avait en fait, à cause de ce plafonnement des cotisations, une ouverture de l'éventail des revenus réels qui profitent aux plus riches et au détriment des plus pauvres. Donc, la sécurité sociale telle qu'elle a fonctionné depuis 30 ans introduit un certain nombre d'effets proprement économiques. Or, l'objectif de la sécurité sociale n'est pas et ne doit pas être de nature économique. Les modalités de son financement ne devraient pas constituer, en faussant la loi du marché, un élément de la politique économique. La sécurité sociale doit rester économiquement neutre. Là, vous retrouvez à peu près terme à terme les choses que je vous avais dites la dernière fois, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, à propos de la politique sociale telle qu'elle était conçue par les ordo-libéraux allemands. Or, cette idée d'une politique sociale dont les effets seraient entièrement neutralisés du point de vue économique. Cette idée, vous la retrouvez formulée déjà très clairement au tout début de cette période d'installation du modèle néolibéral en France, c'est-à-dire en 1972, et vous la voyez formulée par le ministre des Finances de l'époque à ce moment-là, qui était Giscard d'Estaing. Et dans une communication de 1972, il dit ceci. Il dit, c'est un colloque organisé par Stoléru. Et Giscard dit ceci, il dit « Les fonctions économiques de l'État, de tout État moderne, c'est quoi? C'est premièrement une redistribution relative des revenus, deuxièmement une allocation sous forme de production de biens collectifs, troisièmement une régulation des processus économiques assurant, dit-il, la croissance d'une part et le plein emploi. » On retrouve là les termes traditionnels, les objectifs traditionnels de la politique économique française qui, à cette époque-là encore, ne pouvait pas être remis en question. Mais ce qu'il remet en question, en revanche, c'est le lien entre ces trois fonctions économiques de l'État, redistribution, allocation et régulation. Il fait remarquer qu'en fait, le budget français est constitué de telle manière que finalement les mêmes sommes peuvent parfaitement servir à la construction d'une autoroute ou à telle ou telle allocation de type proprement social. Or, dit-il, cela est intolérable. Il faudrait, dans une politique saine, dissocier entièrement ce qui correspond aux besoins de l'expansion économique et, d'autre part, ce qui correspond aux soucis de solidarité et de justice sociale. Autrement dit, on devrait avoir deux systèmes aussi imperméables que possible l'un par rapport à l'autre, deux systèmes auxquels correspondraient deux types d'impôts parfaitement distincts eux aussi, un impôt économique et un impôt social. Sous cette affirmation de principe, vous voyez que l'on retrouve cette idée majeure que l'économie doit avoir ses règles propres et le social doit avoir ses objectifs à lui, mais qu'il faut les décrocher de telle manière que le processus économique ne sera pas perturbé ou entamé par les mécanismes sociaux et que le mécanisme social devra avoir une limitation, en quelque sorte une pureté telle que jamais il n'interviendra dans le processus économique lui-même à titre de perturbation. Et problème, comment est-ce qu'on va pouvoir faire fonctionner un pareil
dissociation entre l'économique et le social. Comment est-ce qu'on va pouvoir opérer ce décrochage? Eh bien, là encore, toujours en suivant ce texte de Giscard, on voit bien ce qu'il veut dire. Il fait appel à un principe dont je vous ai déjà parlé et qui est commun à l'ordolibéralisme allemand, au néolibéralisme américain, et que l'on retrouve dans le néolibéralisme français, c'est-à-dire que l'économie est essentiellement un jeu, que l'économie se développe comme un jeu entre des partenaires, que la société tout entière doit être traversée par ce jeu économique et que l'État a pour fonction essentielle de définir ces règles de jeu économique et de garantir qu'effectivement elles seront bien appliquées. Ces règles, quelles sont-elles? Eh bien, elles doivent être telles que le jeu économique soit le plus actif possible, qu'il profite par conséquent à plus de gens possible, avec simplement, et c'est là où l'on va avoir la surface de contact sans pénétration réelle de l'économique et du social, avec simplement une règle en quelque sorte supplémentaire et inconditionnelle dans le jeu, à savoir qu'il doit être impossible que l'un des partenaires du jeu économique perde tout et ne puisse plus, à cause de cela, continuer à jouer. Clause, si vous voulez, de sauvegarde du joueur, règle limitative qui ne change rien au déroulement même du jeu, mais qui empêche que jamais quelqu'un ne tombe totalement et définitivement hors jeu. Sorte de contrat social à l'envers, c'est-à-dire que dans le contrat social font partie de la société ceux qui veulent, qui virtuellement ou actuellement ont souscrit jusqu'au moment où ils s'en excluent. Dans l'idée d'un jeu économique, il y a ceci, c'est que personne n'a tenu à faire partie originairement du jeu économique, mais, et par conséquent, c'est à la société et à la règle du jeu imposée par l'État de faire que personne ne soit exclu de ce jeu à l'intérieur duquel il s'est trouvé pris, sans avoir jamais voulu explicitement en faire partie. Cette idée que l'économie est un jeu, qu'il y a des règles de jeu de l'économie garanties par l'État, et que le seul point de contact entre l'économie et le social, c'est la règle de sauvegarde qui fait qu'aucun joueur ne sera exclu. C'est cette idée que vous trouvez formulée par Giscard d'une façon un peu implicite, mais tout de même, je crois, suffisamment claire, quand il dit dans ce texte de 72, ce qui caractérise l'économie de marché, c'est qu'il existe des règles du jeu qui permettent des prises de décision décentralisées, et ces règles sont les mêmes pour tous, entre la règle de la concurrence de la production et celle de la protection de l'individu, il faut instaurer un jeu particulier pour qu'aucun joueur ne puisse risquer de tout perdre. Il dit jeu particulier, il faudrait sans doute mieux dire règle particulière, c'est ça. Or, cette idée qu'il doit y avoir une règle de non-exclusion et que la fonction de la règle sociale, de la réglementation sociale, de la sécurité sociale au sens très large du terme, ça soit d'assurer purement et simplement la non-exclusion à l'égard d'un jeu économique qui, en dehors de cela, doit se dérouler par lui-même, c'est cette idée que ce qui se trouve mise en œuvre dans toute une, esquissée en tout cas, dans toute une série de mesures plus ou moins claires. Je voudrais simplement, à la fois parce que le temps presse, que je ne vais pas vous trop s'ennuyer avec ça, vous montrer ce que cela veut dire, non pas tellement dans les mesures qui ont été effectivement prises et qui, à cause de la crise et de l'intensité de la crise, n'ont pas pu être poussées jusqu'au bout, qui n'ont pas pu constituer un ensemble cohérent. Je voudrais le prendre dans un exemple d'un projet qui est revenu plusieurs fois depuis 1974 et qui est le projet de l'impôt négatif. En fait, quand Giscard, dans ce texte de 72, parlait du fait qu'il faut faire en sorte que jamais quelqu'un ne perde tout, il avait déjà en tête cette idée d'un impôt négatif. L'impôt négatif, en fait, ce n'est pas une idée du néolibéralisme français, c'est une idée du néolibéralisme américain, je vous parlerai peut-être la prochaine fois. C'est une idée, en tout cas, qui a été reprise dans l'entourage même de Giscard par des gens comme Stoléru et par des gens comme Stophaes, dont je vous parlais tout à l'heure, et dans les discussions préparatoires du 7e plan en 1974 ou 75, il y a eu tout un rapport de Stophaes en faveur sur l'impôt négatif. Qu'est-ce que c'est que l'impôt négatif? Eh bien, si vous voulez, pour résumer les choses très, très simplement, on peut dire ceci. C'est que l'idée de l'impôt négatif,
est celle-ci. Une prestation sociale, pour être efficace socialement, sans être perturbatrice économiquement, ne doit, dans toute la mesure du possible, jamais se présenter sous forme de consommation collective, car, disent les tenants de l'impôt négatif, les consommations collectives, l'expérience prouve que ce sont finalement les plus riches qui en profitent, et qui en profitent en participant le moins à leur financement. Donc, si l'on veut avoir une protection sociale efficace, sans incidence économique négative, il faut tout simplement substituer à tous ces financements globaux, à toutes ces allocations plus ou moins catégorielles, une allocation qui serait une allocation en espèces et qui assurerait des ressources supplémentaires à ceux, et à ceux seulement, qui, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, n'atteignent pas un seuil suffisant. En termes très clairs, si vous voulez, c'est pas la peine de donner aux gens qui sont les plus riches la possibilité de participer à des consommations collectives de santé. Ils peuvent parfaitement assurer leur propre santé. En revanche, vous avez dans la société une catégorie d'individus qui, soit à titre définitif, parce que ce sont des vieillards, ou parce qu'ils sont handicapés, ou encore à titre provisoire, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils sont chômeurs, ne peuvent pas atteindre à un certain seuil de consommation que la société considérera comme décent. Eh bien, c'est à eux et à eux seulement, et sur leur bénéfice seulement, que l'on devrait attribuer ce qui constitue les allocations compensatoires, les allocations de couverture caractéristiques d'une politique sociale. Au-dessous, par conséquent, d'un certain niveau de revenus, on va verser un complément, quitte, bien sûr, à abandonner l'idée que la société tout entière doit à chacun de ses membres des services comme la santé ou l'éducation. Quitte également, et c'est là sans doute l'élément le plus important, à réintroduire une distinction entre les pauvres et les autres, les assistés et les non-assistés. Ce projet de l'impôt négatif, bon, il n'a pas évidemment, surtout dans ses formes françaises, l'aspect drastique que je viens de dire, ni l'aspect simpliste que vous pourriez imaginer. En fait, l'impôt négatif, comme allocation à des gens qui ont un revenu insuffisant pour assurer un certain niveau de consommation. Cet impôt négatif, il est conçu par Stoléru et Stoffaege d'une façon relativement sophistiquée, dans la mesure où il faut en particulier faire en sorte que les gens ne prennent pas cette allocation supplémentaire comme une sorte de moyen de vivre qui leur éviterait de chercher un travail et de se réintroduire dans le jeu économique. Alors toute une série de modulations, de gradations, etc. font que, par l'impôt négatif, l'individu, d'une part, se verra assurer un certain seuil de consommation, mais avec suffisamment de motivation, ou si vous voulez, suffisamment de frustration, pour qu'il ait encore toujours envie de travailler et qu'il soit toujours préférable de travailler plutôt que de recevoir une allocation. Bon, laissons, si vous voulez, tous ces détails qui sont importants cependant. Je voudrais simplement faire remarquer un certain nombre de choses. Premièrement, c'est que cette idée d'un impôt négatif vise explicitement à une action qui va atténuer quoi? Les effets de la pauvreté et ses effets seulement. C'est-à-dire que l'impôt négatif ne cherche aucunement à être une action qui aurait pour objectif de modifier telle ou telle cause de la pauvreté. Ce n'est jamais au niveau des déterminations de la pauvreté que l'impôt négatif jouerait, simplement au niveau de ses effets. C'est ce que dit Stoléru quand il écrit « Pour les uns, l'aide sociale doit être motivée par les causes de la pauvreté, et par conséquent, ce qu'il s'agit de couvrir et ce à quoi il s'agit de s'adresser, c'est à la maladie, c'est à l'accident, c'est à l'inaptitude au travail, c'est à l'impossibilité de trouver un emploi. C'est-à-dire que dans cette perspective-là, qui est la perspective traditionnelle, on ne peut pas attribuer une assistance à quelqu'un sans se demander pourquoi il a besoin de cette assistance.
et sans chercher par conséquent à modifier les raisons pour lesquelles il en a besoin, pour les autres, et c'est les tenants de l'impôt négatif, l'aide sociale ne doit être motivée que par les effets de la pauvreté. Tout être humain, disent Tolleru, a des besoins fondamentaux et la société doit l'aider à les couvrir lorsqu'il n'y parvient pas pour lui-même. Si bien qu'à la limite, peu importe cette fameuse distinction que les sociétés et la gouvernementalité occidentale a cherché si longtemps à établir entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, ceux qui ne travaillent pas volontairement et ceux qui sont sans travail pour des raisons involontaires, après tout, on s'en moque. Et on doit s'en moquer de savoir pourquoi quelqu'un tombe au-dessous du niveau du jeu social, qu'il soit drogué, qu'il soit chômeur volontaire, on s'en moque éperdument. Le seul problème, c'est de savoir si, quelles que soient les raisons, il se trouve ou non au-dessus ou au-dessous du seuil. La seule chose importante, c'est que l'individu soit tombé au-dessous d'un certain niveau, et le problème est à ce moment-là de lui accorder, sans regarder plus loin, et par conséquent sans avoir à faire toutes ces investigations bureaucratiques, policières, inquisitoires, etc., savoir simplement, et à partir du moment où il est tombé au-dessous du seuil, lui accorder une subvention telle que le mécanisme par lequel on lui accorde l'incite encore à repasser au niveau du seuil et qu'il soit suffisamment motivé en recevant l'assistance pour avoir envie, malgré tout, de repasser au-dessus du seuil. Mais s'il n'en a pas envie, ça n'a après tout aucune importance et il restera assisté. Bon, c'est là le premier point, qui est, je crois, très important par rapport à tout ce qui avait été, encore une fois, depuis des siècles, élaboré par la politique sociale en Occident. Deuxièmement, cet impôt négatif est, vous le voyez, une manière d'éviter absolument tout ce qui pourrait avoir dans la politique sociale des effets de redistribution générale des revenus. C'est-à-dire, en gros, tout ce qu'on pourrait placer sous le signe de la politique socialiste. Si on appelle politique socialiste une politique de la pauvreté relative, c'est-à-dire une politique qui tend à modifier les écarts entre les différents revenus. Si l'on entend par politique socialiste une politique dans laquelle on essaiera d'atténuer les effets de pauvreté relative dus à un écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, il est absolument évident que la politique impliquée par l'impôt négatif est le contraire même d'une politique socialiste. La pauvreté relative n'entre aucunement dans les objectifs d'une semblable politique sociale. Le seul problème, c'est la pauvreté absolue. La pauvreté absolue, c'est-à-dire ce seuil au-dessous duquel on considère que les gens n'ont pas un revenu décent susceptible de leur assurer une consommation suffisante. Par pauvreté absolue, et je crois que là il faut faire deux remarques, par pauvreté absolue, il ne faut pas entendre bien sûr une sorte de seuil valable pour l'humanité tout entière. Cette pauvreté absolue est relative pour toute société. Et il y a des sociétés pour lesquelles le seuil de pauvreté absolue se situera, si vous voulez, relativement haut, et d'autres sociétés globalement pauvres, où le seuil de pauvreté absolue sera beaucoup plus bas. Donc c'est un seuil de pauvreté, c'est un seuil relatif de pauvreté absolue. Et deuxièmement, vous voyez que, et là est une conséquence importante, on réintroduit cette catégorie du pauvre et de la pauvreté que finalement toutes les politiques sociales depuis la libération à coup sûr, mais à vrai dire depuis toutes les politiques de bien-être, de toutes les politiques plus ou moins socialisantes ou socialisées depuis la fin du XIXe siècle, avaient essayé d'éponger. Une politique type socialiste d'État à l'allemande, une politique de bien-être telle que l'avait programmée Pigault, une politique du New Deal, une politique sociale comme celle de la France ou de l'Angleterre depuis la libération, toutes ces politiques-là voulaient ne pas connaître la catégorie du pauvre, voulaient faire en sorte, en tout cas, que les interventions économiques soient telles qu'il n'y ait pas à l'intérieur de la population un clivage entre les pauvres et les non-pauvres. C'était toujours dans l'éventail de la pauvreté relative, c'était toujours dans la redistribution des revenus entre eux, c'était dans le jeu d'écart entre les plus riches et les plus pauvres que se situait la politique. Là, au contraire, on a une politique qui va définir un certain seuil, encore une fois relatif, mais un certain seuil absolu pour la société qui va partager les pauvres et les non-pauvres, les assistés et les non-assistés.
troisième caractère de cet impôt négatif, c'est que vous le voyez, il assure en quelque sorte une sécurité générale, mais par le bas. C'est-à-dire que dans tout le reste de la société, on va laisser jouer, et bien précisément, les mécanismes économiques du jeu, les mécanismes de la concurrence, les mécanismes de l'entreprise. Au-dessus du seuil, chacun devra être pour lui-même ou pour sa famille, en quelque sorte, une entreprise. Une société formalisée sur le mode de l'entreprise et de l'entreprise concurrentielle va être possible au-dessus du seuil, et on aura simplement une sécurité plancher, c'est-à-dire une annulation d'un certain nombre de risques à partir d'un certain seuil par le bas, c'est-à-dire que l'on va avoir une population qui va être du côté du plancher économique, une population en perpétuelle mobilité, entre une assistance qui sera accordée si un certain nombre d'aléas se produisent et si elle franchit le seuil, descend au-dessous du seuil, et qui sera au contraire à la fois utilisée et utilisable si les besoins économiques le nécessitent, si les possibilités économiques en offrent l'occasion. Ce sera donc une espèce de population flottante, infra- et supraliminaire, population liminaire, qui constituera pour une économie qui justement a renoncé à l'objectif du plein emploi, constituera une perpétuelle réserve de main-d'œuvre dans laquelle on pourra puiser si besoin est, mais que l'on pourra renvoyer à son statut d'assisté si besoin est également. De sorte que vous voyez que l'on a, avec ce système-là, qui encore une fois n'a pas été appliqué pour un certain nombre de raisons, mais dont vous voyez très bien quels sont en quelque sorte les linéaments dans la politique conjoncturelle de Giscard et de Barre actuellement, vous avez la constitution d'une politique économique qui n'est plus centrée sur le plein emploi, qui ne peut s'intégrer à la politique et à l'économie générale de marché qu'en renonçant à cet objectif du plein emploi et à son instrument essentiel qui est une croissance volontariste. On renonce donc à tout cela pour s'intégrer à une économie de marché, mais ça implique un fonds de population flottant, un fonds de population liminaire, infra- ou supraliminaire, dans lequel des mécanismes d'assurance permettront à chacun de subsister d'une certaine façon, mais de subsister de telle manière qu'il pourra toujours être candidat à un emploi possible si les conditions du marché exigent. C'est un tout autre système que celui par lequel le capitalisme, si vous voulez, du XVIIIe ou du XIXe siècle s'est constitué et s'est développé lorsqu'il avait affaire à une population paysanne qui pouvait constituer un perpétuel réservoir de main-d'œuvre. Dès lors que l'économie fonctionne comme elle fonctionne maintenant, dès lors que l'agriculture ne peut plus et la population paysanne ne peut plus assurer cette espèce de fonds perpétuel de main-d'œuvre, il faut le constituer sur un tout autre mode. Ce tout autre mode, c'est celui de cette population assistée sur un mode en effet très libéral, beaucoup moins bureaucratique, si vous voulez, beaucoup moins disciplinariste qu'un système qui serait centré sur le plein emploi et qui mettrait en œuvre des mécanismes comme ceux de la sécurité sociale. On laisse finalement aux gens la possibilité de travailler s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. On se donne surtout la possibilité de ne pas les faire travailler si on n'a pas intérêt à les faire travailler. On leur garantit simplement la possibilité d'existence minimale à un certain seuil, et c'est ainsi que pourra fonctionner cette politique néolibérale. Bon, or, un projet comme celui-là n'est rien d'autre que la radicalisation de ces thèmes généraux dont je vous avais parlé à propos de l'ordolibéralisme, lorsque les ordolibéraux allemands avaient expliqué que l'objectif principal d'une politique sociale n'était certainement pas de reprendre en compte tous les aléas qui peuvent arriver à la masse globale de la population, mais qu'une vraie politique sociale devait être telle que, sans rien toucher au jeu économique, et en laissant par conséquent la société se développer comme une société d'entreprise, on mettrait en place un certain nombre de mécanismes d'intervention pour assister ceux qui en ont besoin au moment, et au moment seulement où ils en ont besoin. Voilà. Bon, eh bien, alors la prochaine fois, je parlerai sans doute de